Les États-Unis affirment qu'il s'agit de la grande victoire qu'ils recherchaient, et pourtant, ils déclarent aussi vouloir poursuivre la guerre si les choses ne se passent pas comme prévu. C'est une véritable contradiction. C'est le cas, n'est-ce pas? Mais je pense que le problème, c'est que plus cette confrontation dure, plus le gouvernement des États-Unis aura de problèmes sur le plan intérieur. Et le régime Trump aura encore plus de difficultés avec sa base, parce que si cela devait être une sorte de victoire absolue et que la réponse iranienne arrive, ils diront « Eh bien alors c'était pas une victoire absolue ». Et si les Américains attaquent à nouveau, les gens commenceront à dire « C'est exactement ce que vous aviez promis de ne pas faire ». Même s'il a déjà violé et déchiré tous les accords et ignoré les promesses qu'il avait faites à sa base et au peuple américain. Mais si cela continue, cela va lui compliquer la tâche. Je pense que les États-Unis sont vraiment dans un sacré pétrin en ce qui concerne l'Iran. Et je pense que c'est à cause de leur ignorance. C'est un gouvernement très ignorant. L'establishment politique américain est très ignorant. Les Israéliens sont très ignorants. Les experts américains sont très ignorants. Ils disaient qu'il suffisait de faire pression sur l'Iran et qu'il s'effondrerait. Vendredi, nous avons vu à travers tout le pays, sous la menace de frappes aériennes, de missiles et de drones, des Iraniens sortir en foule massive. On peut le voir en ligne, des foules immenses partout dans le pays. Les gens sont venus en ville sous la menace de mort et ont exprimé leur soutien à la résistance iranienne. Ce n'est pas un État faible. Ce n'est pas un gouvernement facile à manipuler. La République islamique d'Iran est puissante. Elle a toujours été puissante. Elle a toujours bénéficié d'un large degré de légitimité aux yeux du public. Mais aujourd'hui, ils ont uni l'Iran comme il ne l'a jamais été auparavant, sauf pendant la période où Saddam Hussein, avec le soutien des États-Unis et de l'Union soviétique, a envahi l'Iran dans les années 1980. Durant cette période, nous avons assisté au même type de rassemblement populaire et à la même unité que nous voyons aujourd'hui. Le régime israélien, comme Ali l'a souligné, a mené une attaque soudaine. Ils ont essayé de la glorifier en Occident. Glorifier le meurtre, c'est ce que font généralement les médias occidentaux pour deux raisons. La première, c'est qu'ils veulent blanchir le régime israélien pour les crimes qu'il est en train de commettre à Gaza, à l'heure où nous parlons. Et aujourd'hui, il y a eu un autre massacre énorme. Des enfants sont massacrés chaque jour, des gens sont tués, ils veulent que cela disparaisse, et ensuite, en diabolisant l'Iran jour et nuit depuis une semaine. Les grands médias, les médias d'entreprise, les médias traditionnels, cherchent à détourner l'attention de cela, et aussi à blanchir le régime israélien, comme si le régime israélien rendait service au monde en attaquant l'Iran. Donc, les médias d'entreprise, c'est pareil. Je veux dire, c'est un outil. Ils se sont dévoilés pendant cet holocauste. Et nous avons vu qu'il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence entre CNN et Fox News. Il n'y a aucune différence entre le New York Times ou le Washington Post ou le Times de Londres ou le Guardian ou France 24 et Deutsche Welle. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Le récit, la manière dont ils construisent leur récit peut être différent, mais l'objectif sous-jacent est le même. Ils ont donc diabolisé l'Iran afin de préparer le terrain pour la guerre. Et d'ailleurs, le chef de l'AIEA et le Conseil des gouverneurs ont fait de même. Il faut garder à l'esprit que l'AIEA est un organisme politique soutenu par l'Occident. Elle est contrôlée par l'Occident, comme toutes les institutions internationales créées après la Seconde Guerre mondiale. Ils y ont la majorité, l'Occident y a la majorité. Ils ont donc essayé de diaboliser l'Iran pour préparer le terrain à une attaque. Les médias ont préparé le terrain pour l'attaque. Pourquoi?
Ils voulaient tous sauver Israël. Ils voulaient blanchir le régime israélien et sauver ce régime. Il ne s'agit pas du programme nucléaire iranien. Ce n'est qu'un prétexte. Que ce soit le programme nucléaire, les droits de l'homme, les droits des animaux, le terrorisme ou tout autre argument qu'ils avancent, tout cela n'est que des outils et des moyens pour acculer l'Iran, nuire à l'Iran, aider le régime israélien. Car le régime israélien doit dominer en Asie de l'Ouest et en Afrique du Nord. Mais comme je le disais, les Iraniens sont aujourd'hui unis. Ils ont toujours été forts. Comme je l'ai dit, la République islamique d'Iran a toujours bénéficié d'un haut degré de légitimité. Et les gens, et vous ne pensez pas que ce que l'Occident a aussi fait, c'est qu'ils ont détruit la vision du monde des élites libérales en Iran. Ils l'ont écrasée. Parce qu'auparavant, ces personnes pensaient que peut-être si nous essayions de négocier, ou que c'était de notre faute, nous devrions négocier. Et que si nous négocions de bonne foi, alors les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Et nous étions le problème. Nous négocions, et ils complotaient dans notre dos. Et puis ils nous ont attaqués. Et nous avons continué à négocier. Comme vous l'avez vu, le ministre des Affaires étrangères rencontrait les 3 Européens, les Britanniques, les Français et les Allemands, et ils conspiraient encore dans le dos de l'Iran. Ces régimes sont trompeurs. Ils sont malhonnêtes. On ne peut pas leur faire confiance. Les Israéliens ont bombardé le bâtiment du Croissant Rouge à Téhéran. Ils ont bombardé un hôpital. Ils ont bombardé une ambulance. Ils ont bombardé des familles dans leurs voitures. Dans un cas, ils ont assassiné une femme et toute sa famille, et l'une des victimes était enceinte de 8 mois et demi. Vous ne voyez rien de tout cela dans les médias occidentaux. Mais lorsqu'un missile frappe Tel Aviv, vous verrez les médias occidentaux exprimer une profonde inquiétude pour les blessés. Et ils étaient extrêmement bouleversés à propos d'un hôpital militaire qui, selon eux, ils n'ont cessé de le répéter, a été touché alors qu'il ne l'a même pas été. Le missile a frappé à côté. Donc, leurs 2 poids, 2 mesures deviennent évidents pour les Iraniens ordinaires. Les Iraniens ordinaires voient ces choses, ils ne sont pas stupides. Et les élites libérales qui pensaient autrement et qui ont été élevées à croire que l'Occident est, vous savez, ils voient l'Occident à travers les médias traditionnels. Ils le voient à travers les manuels universitaires principaux qui sont traduits en persan, les manuels de sciences sociales. La plupart de nos manuels de sciences sociales et humaines à l'université sont des traductions de textes occidentaux. Donc plus nous étudions, plus nous devenons souvent eurocentriques. Pourtant, toutes ces lectures et tous ces programmes d'information et tout ce qu'ils ont écouté toute leur vie se sont révélés être des absurdités. Ils le constatent sur le terrain ici en Iran. Le ministre des Affaires étrangères négociait avec l'Occident. Dès le premier jour, Witkoff a dit « Oui, bien sûr, nous pouvons conclure un accord. L'Iran peut enrichir à 3,67% pour son programme nucléaire afin de produire de l'électricité. » Puis il a changé d'avis. Ensuite, il s'est avéré que depuis ce moment-là, et peut-être même avant, comme Nima le suggérait à cause de la planification de l'attaque avant même le début des négociations, il est tout à fait possible qu'il préparait une attaque contre l'Iran tout en faisant semblant d'être sérieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il pense que l'Iran est naïf. L'Iran était en alerte lorsque les Israéliens ont attaqué. Et aussi, vous savez, ce général qui a dit que seuls quelques Américains savaient que cette attaque allait être lancée et que les Iraniens ont été pris au dépourvu. La nuit dernière, à minuit, j'ai participé à 3 différents X-Space en 1h30, une demi-heure pour chacun. Et dans chacun d'eux, j'ai dit qu'une attaque était imminente. Je ne suis qu'un Iranien ordinaire. Donc ce n'est pas comme si les Américains ne s'adressaient qu'à leur propre public, essayant de convaincre leur population de leur force,
de leur virilité et de leur capacité à tuer à volonté. Mais en réalité, que font-ils? L'ensemble du Sud global voit clair à travers cette façade, et le peuple iranien est plus uni que jamais. Et ces Iraniens qui sont toujours pro-occidentaux voient la réalité. Ce gouvernement, qui a été diabolisé jour et nuit par les médias persans en Occident, car ils disposent d'un immense appareil médiatique en persan. Il n'existe rien de tel ailleurs dans le monde. BBC Persian, Deutsche Welle Persian, Iran International, toutes ces chaînes d'information, ces sites web, ces armées en ligne qu'ils possèdent, ils attaquaient constamment l'Iran. Et donc, beaucoup de ces jeunes libéraux iraniens et de ces libéraux plus âgés qui avaient toujours une vision négative de l'Iran disaient « Eh bien, les Iraniens négociaient, les Iraniens discutaient, et puis les Israéliens ont frappé. » Et puis les Iraniens étaient de nouveau en train de négocier lorsque les Américains ont frappé. Est-ce que cela sert les intérêts des États-Unis? Je ne le pense pas. Mais pour revenir à ce qu'Ali disait, je pense que l'attention restera centrée sur le régime israélien. Mais je suis certain que les Iraniens vont riposter de toute façon. Je n'ai aucun doute que les Iraniens vont frapper les États-Unis. Je ne sais pas comment, où, ni quand. Mais les Iraniens sont très prudents. Ils calculent. Ils ne sont pas émotionnels. Ils ne prennent pas de décision soudainement. S'ils avaient voulu faire un choix émotionnel, ils auraient riposté la nuit dernière. Et il faut garder à l'esprit que la capacité de l'Iran à frapper les Américains est bien supérieure à sa capacité à nuire aux Israéliens. C'est quelque chose que les gens ordinaires doivent garder à l'esprit. L'Iran est en train de vaincre les Israéliens. Il n'y a aucun doute là-dessus. Sinon, les Américains et les Européens ne seraient pas aussi inquiets de la situation, et les Américains ne se seraient pas impliqués. Mais l'Iran continue de les battre. Pourtant, tirer des missiles sur Israël et lancer des drones longue portée sur Israël est plus difficile que de tirer des missiles à courte et moyenne portée, et des drones à courte et moyenne portée sur les Américains dans la région du Golfe Persique. Ces missiles sont beaucoup plus mobiles, ces missiles sont beaucoup plus précis, et l'Iran en possède beaucoup plus. Il dispose de dizaines de milliers de missiles pour frapper Israël et de dizaines de milliers de drones. Imaginez donc ce qu'ils possèdent dans le Golfe Persique. Ils se préparent à une guerre potentielle avec les États-Unis depuis l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan. Et même avant cela, mais après ces événements, ils ont pris la menace très au sérieux. Ainsi, à travers le Golfe Persique, et c'est pour cela qu'on l'appelle le Golfe Persique, parce qu'ils en possèdent une rive, et dans l'océan Indien, il y a des bases souterraines iraniennes partout, remplies de missiles et de drones. Et ces missiles et drones atteignent l'autre rive en quelques minutes. Il n'y aura pas des gens comme Nima pour regarder les missiles passer au-dessus et mettre 15-20 minutes, ou peu importe le temps, pour arriver. Ils seront là immédiatement. Ils détruiront tout. Et qu'avons-nous de l'autre côté du Golfe Persique? Nous avons des palais de verre. Tous ces régimes sont complices parce qu'ils accueillent ces bases. Le Qatar paye toutes les dépenses de ces bases, les bases américaines là-bas. Ils payent pour cela. Les Américains, quoi qu'ils fassent, c'est le Qatar qui paye. Ils sont complices et ils l'ont toujours été. Aucune de ces dictatures familiales, aucune d'entre elles n'est un allié sincère du peuple palestinien. Le Qatar abrite le CENTCOM. La Turquie fait partie de l'OTAN. La Turquie et Aliyev en Azerbaïdjan, à l'heure où nous parlons, continuent de transporter du pétrole vers Israël. Alors que des villes proches de la frontière entre la Turquie et la République d'Azerbaïdjan sont bombardées à l'intérieur de l'Iran, ils continuent de financer ou d'exporter du pétrole vers Netanyahou.
Alors que le génocide et l'Holocauste à Gaza se poursuivent, ils continuent de les soutenir. Ils sont tous plus ou moins les mêmes, et ils ne sont pas sincères concernant la cause palestinienne. Mais ces pays du Golfe Persique sont très vulnérables. Ils ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. S'il y a une guerre dans le Golfe Persique, la plupart de ces familles ne tiendront pas quelques heures, et au maximum quelques jours. S'ils ont beaucoup de chance, peut-être quelques semaines. Ce sera terminé très rapidement. Et imaginez alors ce qui arrivera au marché mondial du pétrole. Les Iraniens sont la partie qui agit de manière responsable. Les Iraniens ne veulent pas la guerre. Les seuls qui veulent la guerre sont les sionistes, Netanyahou, les néoconservateurs et leurs alliés fanatiques, qui sont eux aussi sionistes. Seules ces personnes veulent la guerre. Mais si les Américains, si le régime à Washington, si le régime Trump continue sur cette voie, c'est ce que nous aurons. L'Iran ripostera. Ce sera proportionné. Ce sera une riposte qui dissuadera toute agression supplémentaire. Mais ils riposteront. Mais l'attention restera centrée sur la Palestine, et nous l'avons vu ce matin. Les Iraniens ont donné une bonne leçon à Israël aujourd'hui. Ils n'ont pas pu se défendre. Les Iraniens utilisent pour la plupart des missiles plus anciens. Ce matin même, ils ont utilisé quelques, je ne sais pas combien, peut-être 2, missiles avancés qu'ils n'avaient jamais utilisés auparavant. Nous sommes évidemment préoccupés par ce qui s'est passé hier, par ce qui s'est passé depuis le 13 juin, par ce qui s'est passé ce matin, et par ce qui pourrait se passer dans les heures et les jours à venir. Mais je voudrais simplement prendre du recul et examiner la situation à plus long terme pour Israël. Peu importe comment cette confrontation militaire évolue, il me semble qu'en lançant cette attaque contre l'Iran, Israël, d'une certaine manière, a scellé son propre destin. Car quel avenir y a-t-il pour Israël dans cette région? Vous savez, je lis ce matin dans les médias israéliens que des Israéliens affluent en Égypte. Ils passent par le poste frontière de Taba vers le Sinaï pour fuir le pays. Il y a un article dans Haaretz, le journal israélien aujourd'hui, où ils interviewent certaines de ces personnes qui partent, retournant aux États-Unis, certains qui n'y sont jamais allés, mais qui ont de la famille là-bas. Alors ils partent. Ils ont parlé à un homme qui retourne en Russie. Et apparemment beaucoup partent aussi par la Jordanie, car des vols opèrent encore depuis la Jordanie vers d'autres parties du monde. Donc ils essayent de partir. Le gouvernement israélien autorise une opération aérienne limitée pour ramener les Israéliens chez eux, mais pas pour leur permettre de partir. Le gouvernement israélien a interdit aux Israéliens de quitter le pays par avion. Ils sont autorisés à partir par les postes frontières terrestres, mais ils n'ont pas le droit de partir par avion depuis l'aéroport Ben Gurion, apparemment pour leur propre sécurité. Mais, vous savez, les Israéliens qui veulent partir font le choix de prendre le risque de s'envoler de l'aéroport Ben Gurion vers Larnaca à Chypre, ou vers Athènes, ou vers n'importe quelle autre destination, stimant que cela serait bien plus snurthlis en Ethworthies surby ce de healthcare par des missiles. Et le gouvernement israélien a même mis en place ce qu'on appelle un comité des exceptions. De sorte que si vous êtes un Israélien qui souhaite quitter le pays, vous devez faire une demande auprès d'un comité gouvernemental spécial qui décidera si vous êtes digne de quitter le pays, si vous avez une excuse suffisamment valable pour partir, qu'elle soit médicale ou autre. Regardez donc l'ironie de la situation. Pendant des décennies, on nous a répété cette propagande selon laquelle Israël était nécessaire, qu'il était nécessaire de procéder à un nettoyage ethnique et de tuer les Palestiniens pour que les Juifs puissent avoir ce seul endroit sûr sur terre où ils pourraient se réfugier, pour être vraiment en sécurité parce qu'ils ne l'étaient nulle part ailleurs. Et la réalité, c'est qu'Israël, à cause du comportement du régime sioniste, est de loin l'endroit le plus dangereux au monde pour les Juifs.
Les Juifs en Israël qui cherchent la sécurité essaient de retourner aux États-Unis, en Russie, en Europe, en passant par l'Égypte, par la Jordanie, par ces pays dont on nous dit que les habitants sont tellement haineux et détestent tellement les Juifs que ceux-ci n'y seraient même pas en sécurité, malgré le fait que leurs gouvernements ont des traités avec Israël. Mais on nous dit que la population est tellement hostile, et pourtant, les Israéliens préfèrent encore partir par la Jordanie et l'Égypte plutôt que de rester dans l'endroit le plus dangereux au monde pour les Juifs. Et si l'on revient à ce parc cybernétique militaire israélien qui a été attaqué par l'Iran vendredi à Beersheba, il s'agit d'une importante installation militaire israélienne, un centre de guerre cybernétique avec des structures majeures du commandement cybernétique de Tsahal sur place. Mais il s'agissait aussi d'un parc technologique destiné à intégrer l'armée avec l'industrie de haute technologie et toutes les start-up. En d'autres termes, utiliser toutes ces entreprises civiles comme bouclier humain pour l'armée israélienne, c'est une façon de le dire, mais aussi encourager les entreprises étrangères à investir en Israël. Ainsi, l'une des entreprises présentes dans ce cyberparc, et nous avons tous vu des vidéos d'incendies faisant rage près de son bâtiment, est Microsoft, qui, comme nous le savons grâce à des employés actuels et anciens, est profondément impliqué dans le génocide. Mais d'autres entreprises américaines de haute technologie y ont également des bureaux, notamment Tesla, IBM, Motorola et bien d'autres encore. Alors il faut se demander, quelle entreprise saine d'esprit va investir en Israël en voyant cette situation? Qui va injecter des milliards de dollars en Israël, dans son industrie de haute technologie, alors que les propres travailleurs de la tech israélienne s'en vont? Dans cet article de Haaretz ce matin, l'une des personnes interrogées qui faisait la queue à la frontière égyptienne pour partir aussi vite que possible était un travailleur de la tech. Il a dit « Je peux travailler à distance de n'importe où. Je n'ai pas besoin d'être ici sous les missiles. » Et c'est vrai, c'est un calcul que d'autres feront aussi. Maersk, le géant danois du transport maritime, a été très complice du génocide. Il y a eu une grande campagne mondiale menée par les Palestiniens, appelée Mask of Maersk, qui met en lumière la façon dont Maersk aide Israël à faire entrer les armes du génocide qu'il utilise contre le peuple palestinien à Gaza. Eh bien, Maersk vient d'annoncer qu'elle suspendait toutes les escales de ses navires à Haïfa et dans d'autres ports israéliens, simplement parce que c'est trop dangereux. Oui, probablement qu'à un moment donné, les ports rouvriront. Probablement qu'à un moment donné, l'aéroport rouvrira aussi. Probablement qu'à un moment donné, certains de ces Israéliens se sentiront suffisamment en sécurité pour revenir et passer un peu de temps afin de conserver leur droit à la sécurité sociale et ne pas être radiés du registre des résidents. C'est ce que beaucoup d'entre eux font. Même s'ils vivent à l'étranger, ils font des allers-retours pour pouvoir maintenir leurs prestations sociales en Israël en ne s'absentant pas trop longtemps à la fois. Mais si l'on regarde sur le long terme, qui va investir dans ce projet moribond et maniaque qui est en guerre, qui a lancé des agressions contre 5 pays voisins simultanément et qui en menace d'autres? Je pense que nous assistons à une réaction sauvage et génocidaire. Cette attaque contre l'Iran, cette agression déchaînée, ce sont les convulsions de mort de ce projet colonial brutal. Il touche à sa fin. Et la prétention, vous savez bien sûr, l'administration Trump des États-Unis est ce qu'elle est, mais les Européens aussi qui faisaient même semblant, les régimes européens qui faisaient même semblant de s'opposer à Trump, et oh, nous sommes tellement horrifiés par cet ogre Donald Trump. Eh bien, la réalité, c'est qu'ils se sont tous alignés derrière Donald Trump. Ils étaient tous ravis. Ils ne pouvaient pas cacher leur joie face à l'attaque israélienne et américaine contre l'Iran.
Aucun d'entre eux ne l'a condamné. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ne l'a pas condamné. Il est censé le faire. Son rôle est de défendre le droit international, la Charte des Nations Unies. Et il n'a pas voulu condamner cette agression flagrante contre l'Iran, qui constitue une violation grave des principes les plus fondamentaux de la Charte de l'ONU. Ainsi, tous leurs masques sont tombés. Cette prétention à un ordre mondial libéral, fondé sur le droit international, fondé sur les droits de l'homme, s'effondre. Et ceux qui le voient ne sont pas seulement les peuples du Sud global et les pays ciblés, mais aussi, aux États-Unis et en Europe, les opinions publiques voient également cette hypocrisie à découvert. Nous sommes donc à un moment de l'histoire où le monde change, et ce changement est en cours. Vous savez, l'ancien meurt, mais le nouveau n'est pas encore né. C'est clairement la phase dans laquelle nous nous trouvons, et nous devons tous espérer et œuvrer pour que, malgré les souffrances horribles que ces puissances peuvent infliger au peuple, ce qui naîtra soit un monde meilleur, un monde dans lequel le pouvoir appartient au peuple de nations souveraines et indépendantes, et non à ces empires qui croient avoir un droit divin de gouverner la planète selon leurs propres intérêts. Ce monde-là doit prendre fin, et quelque chose de plus juste et de meilleur doit naître de cette situation.